Petit à petit, lentement mais sûrement, les chefs d'entreprise retrouvent-ils le moral? Bonjour Damien Charrier. Bonjour Jacob, merci de m'accueillir sur votre plateau. Merci d'être avec nous sur Boursorama, président du Conseil national de l'Ordre des experts comptables. J'ai vu que l'INSEE nous a dit que pour le 3e mois consécutif, le climat des affaires s'était amélioré en France. Est-ce que vous sentez, les chefs d'entreprise, on va dire un peu plus confiants maintenant que la France a un budget, maintenant que manifestement le gouvernement Bayrou semble tenir? Est-ce que les chefs d'entreprise arrivent à se projeter de nouveau pour embaucher, pour investir? Alors déjà qu'on ait un budget, c'est une bonne nouvelle. On a un budget, on a une loi de finances, donc déjà ça ne fiche pas les décisions. C'est vrai que le mois de janvier a été assez anxiogène, puisqu'en fait, rien ne s'est passé dans l'entreprise, puisqu'on ne pouvait pas prendre de décision d'investir, distribuer des dividendes, tant qu'on ne connaissait pas le cadre. Alors, la confiance des chefs d'entreprise, probablement, elle s'est améliorée un peu. Après, je dirais qu'ils sont quand même résilients, ils sont vigilants, et ils connaissent des crises successives. Ils ont connu la crise du Covid, la crise du recrutement, la crise de l'énergie chère, la crise de l'inflation, et puis maintenant une crise économique. Donc voilà, je ne sais pas si on peut parler de confiance, en tout cas, le fait qu'on ait stabilisé le cadre, et ce sera un des messages importants que porte l'Ordre des experts comptables, pour que le business se développe, on a besoin de stabilité, on a besoin de sécurité fiscale notamment. Ouais, dirigeants donc, qui ont appris un peu, c'est ça, à naviguer au travers, au milieu de ces turbulences qu'on connaît depuis la crise sanitaire, parce que ça n'a pas arrêté. Absolument. Bon, après, il y a des trésoreries, dit-on, dans les boîtes qui se tendent. Est-ce que c'est toujours vrai, ça? Alors la trésorerie sous tension. Alors un chiffre peut-être sur les défaillances d'entreprises l'année dernière, on a 68 000 entreprises qui ont disparu, c'est beaucoup quand même. Ça a été mis un peu sous cloche avec les PGE. Oui, l'économie française a été sous perfusion effectivement avec les PGE et puis l'arrêt des procédures, l'arrêt des poursuites aussi qui a contribué à ça. La trésorerie, en fait, je pense que c'est vraiment c'est le nerf de la guerre et c'est ce qui fait que l'entreprise elle tient aujourd'hui. Si on veut éviter qu'il y ait des défaillances en masse, il faut d'abord anticiper, c'est-à-dire que des difficultés ou des trous d'air, ça existe sur les marchés dans un certain nombre de secteurs, il faut les anticiper et il faut surveiller cette trésorerie. Et on a des moyens, il y a des moyens pour négocier des étalements, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut surveiller comme le lait sur le feu, la trésorerie d'entreprise. C'est le rôle des experts comptables, l'anticipation, c'est clairement notre rôle, c'est là-dessus qu'en fait les chefs d'entreprise nous confient une mission de copilotage de leurs entreprises. Mais il y a un sujet pour les PME aujourd'hui, de tension encore une fois sur la trésorerie, qui peut conduire ou pas d'ailleurs à une défaillance. Alors, il y a, de toute façon, en fait, je pense que c'est une donnée un peu macro qu'on connaît. On dit souvent que les entreprises françaises sont sous-capitalisées. C'est un petit peu le cas. Donc, à partir du moment où on n'a pas ce matelas de trésorerie, ce matelas de fonds propres qui permet d'amortir les chocs, on se met forcément en situation de Surtout si les délais de paiement s'accroissent, ce qui est le cas aussi. Voilà, et donc effectivement, vous avez raison, c'est là où on peut parler du crédit inter-entreprise. On sait que le crédit inter-entreprise, la masse de crédit inter-entreprise, ça représente X fois le crédit bancaire en France aujourd'hui. Donc il faut surveiller ces délais de paiement, il faut être efficace sur les processus de relance et voilà, c'est ce qu'on disait sur surveiller effectivement cette trésorerie. Sachant alors c'est un sujet dans le sujet, mais en cas de liquidation de l'entreprise, le dirigeant, contrairement au salarié, ne touche pas d'allocation chômage. Il faut le rappeler quand même ça. Après, il y a assurance chômage, mais c'est à titre complémentaire, à titre privé. Oui, c'est ce qu'on conseille en fait aux chefs d'entreprise, en tout cas aux primo-chefs d'entreprise, quand ils démarrent une activité, de souscrire cette assurance facultative qui permet d'ouvrir des garanties. Alors par contre, c'est pas magique non plus, il faut quand même avoir cotisé au moins 1 an pour avoir une prise de garantie. Mais effectivement, le chef d'entreprise, il n'a pas cette sécurité qu'ont les salariés, tout à fait. Ouais, et puis il faut aussi rappeler, c'est bon de le dire, que le salaire d'un dirigeant de petite entreprise aujourd'hui, enfin de PME, ça tourne autour de 2 SMIC par mois en moyenne, sachant que le salaire moyen en France est de 2 600 €. Donc ce n'est pas du tout les émoluments confortables des patrons du CAC 40 ou du SBF 120. Alors, je pense que c'est un chiffre, c'est une moyenne. Donc c'est un chiffre qui cache effectivement des écarts, mais vous avez raison, je pense que la rémunération, c'est pas forcément l'unique leitmotiv en fait, du chef d'entreprise. Je pense qu'il y a l'envie de créer quelque chose, il y a l'envie de donner du sens, et puis la liberté aussi, qui vont avec. Et les experts comptables sont aussi dans ce schéma-là, puisqu'ils sont entrepreneurs eux-mêmes, ils font partie de la France qui se lève tôt. Je pense à un confrère qui se reconnaîtra, avec qui je discutais vendredi dernier, et qui me dit qu'il est à 4h30 tous les matins dans son bureau, et que son premier appel, c'est à 5h30 avec un de ses clients, probablement dans le bâtiment, parce que c'est aussi des gens qui se lèvent tôt. Donc voilà, la rémunération, oui, mais pas que. Juste, et donc pour clore le sujet sur Damien Charrier, sur l'activité pour vous, c'est difficile, pourrait être meilleure en 2025 qu'en 2024 ?
Alors, Il y a des questions sectorielles, évidemment, il y a des secteurs qui vont plus ou moins bien. Nous, on mesure, en fait, l'Ordre des experts comptables, en national, en fait, mesure tous les trimestres. On a un baromètre qui s'appelle Image PME, et on mesure l'activité des TPE, donc on voit bien les secteurs qui souffrent. Je sais que vous parlerez un peu d'immobilier. On sait que l'immobilier, alors nous on parle plutôt TPE, cet observatoire c'est plutôt TPE. Donc les agences immobilières c'était moins 9% sur le dernier trimestre 2024. Ouais. Donc on a effectivement des sources, de l'espoir que ça s'améliore. Pour que ça s'améliore, je pense qu'il y a des choses simples. Hein. On parlera peut-être de simplification, mais il faut surtout de la sécurité et de la stabilité en matière fiscale. Ça me paraît indispensable pour qu'en fait on puisse nous conseiller et que les chefs d'entreprise puissent prendre des décisions dans un contexte connu. Et donc l'état d'esprit, on se parle des chefs d'entreprise qui sont vos clients partout sur le territoire, c'est ? L'état d'esprit, c'est, je pense qu'ils sont vigilants, ils sont très attentifs à ce qu'effectivement les signaux, puisque la confiance c'est une grande chaîne, donc voilà, je ne pense pas qu'il faut faire un excès d'optimisme non plus, je pense qu'ils sont vigilants, ils sont résilients, mais globalement ils sont confiants dans l'avenir. Si on n'est pas confiant dans l'avenir, on arrête d'entreprendre. Avec justement la simplification, parlons-en, le gouvernement qui veut relancer le projet de loi sur la simplification de la vie des entreprises, a priori il pourrait être examiné à l'Assemblée nationale au mois d'avril, présenté à Bercy, on dit début mars. Qu'est-ce que il n'y a plus de caisse, il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. Qu'est-ce qu'il y a comme mesures qui ne coûtent rien, mais qui simplifient la vie des entrepreneurs? Des mesures qui sont demandées notamment par l'Ordre des experts comptables. Oui, absolument. Alors, en fait, moi, quand on parle d'omnibus de simplification, parce que c'est européen, ça c'est européen. Moi, je suis toujours assez prudent et à faire en sorte que ce soit pas que la simplification ne devienne pas de la complexification. Après, si on regarde ce qui coûte pas forcément grand-chose et ce qui pourrait simplifier à la fois la vie des experts comptables et des clients des experts comptables, c'est qu'aujourd'hui, en fait, ce qu'on fait pour nos clients, c'est qu'on déclare en matière fiscale, en matière sociale, un certain nombre de documents. Quand le collaborateur de l'expert comptable ou l'expert comptable doit appeler son client qui est sur un chantier ou dans sa boulangerie pour obtenir un code ou un courrier qu'il a oublié de scanner pour avoir le droit de faire une déclaration, ça, c'est pas de la simplification. Ça, c'est de la complexification. Et on peut faire donc de la simplification à bon compte pour les experts comptables, leurs clients et en même temps pour les administrations, en mettant en place un truc technique que nous, on appelle le mandat implicite, mais voilà, ça existe dans les textes. Il est largement temps qu'on se mette collectivement autour de la table pour mettre en œuvre cette mesure de simplification qui ne coûtera rien à l'État. Ouais, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les formulaires, voilà, les formulaires CERFA. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Alors les CERFA, on avance sur le sujet. On a obtenu de la DGFiP dernièrement un relèvement des seuils sur certains CERFA qui sont de notre point de vue. Il faut rappeler CERFA, pardon. Alors un CERFA, c'est un formulaire fiscal qui est codé par un numéro en fait. Ouais. Donc voilà, vous avez un numéro de CERFA. Donc il y a des spécialistes des numéros de CERFA. Mais ce que je veux dire, c'est que certains seuils en fait font qu'aujourd'hui, ils ont été relevés notamment pour un formulaire qui s'appelle la DAS 2, en fait la déclaration des honoraires. Sur lesquels en fait l'information peut être croisée autrement, enfin croisée et obtenue autrement. Donc voilà, ça c'est de la simplification. C'est pas compliqué à mettre en œuvre, il faut simplement une décision. Mais des exemples comme ça, il y en a beaucoup d'autres, et pas uniquement dans la sphère de l'expertise comptable. Ouais. Bruno Le Maire, en son temps, voulait ramener le bulletin de salaire de 55 à 15 lignes. C'est un. Je vous arrête tout de suite, fausse bonne idée. Ah bon? Ça c'est de la simplification qui complique. Ça c'est typiquement la simplification qui complique parce que tant que vous aurez autant de caisses, et notamment de caisses de retraite et de caisses de cotisation, vous aurez besoin du bulletin de salaire détaillé. C'est-à-dire celui qui est peut-être considéré comme illisible, mais vous en aurez besoin. Donc en fait, si vous voulez le simplifier en mettant juste sur 15 lignes, eh ben vous ferez 2 bulletins de salaire. Vous ferez le simplifié et le compliqué. Et donc en fait, vous aurez 2 pages au lieu d'une. Donc ça, c'est de la fausse simplification. Voilà. Et quoi d'autre en bonne simplification alors? En fait, il y a plein de bonnes idées, on en a plein en réserve. Nous, ce qu'on dit, c'est... Vous avez été consulté par les pouvoirs publics? Alors, on est consulté, mais il faut le faire plus régulièrement, et c'est un peu ce qu'on milite. On est en début de mandature. Nous, ce qu'on dit, c'est inviter les experts comptables. À chaque fois que vous avez une idée sur le déclaratif, enfin sur ce qui se passe réellement dans la vie déclarative d'une entreprise, faites venir un expert comptable autour de la table. On va vous expliquer comment ça se passe dans la vraie vie. On a des exemples, j'en ai plein. Je pourrais vous parler des déclarations de biens immobiliers, par exemple. Sujet que j'ai abordé avec l'administration fiscale. Voilà, des exemples, il y en a beaucoup. Et donc, en fait, il faut aller dans le détail. Le truc de la simplification, je pense que trop souvent, ça se limite à une hausse des seuils. Enfin, on verra ce qui va sortir d'omnibus. C'est toujours ça de prix. Pas forcément, parce que, en fait, le fait de créer un seuil, vous créez un plafond de verre. Et quand on crée un plafond de verre et que dans le même temps on veut des gazelles, c'est-à-dire on veut des entreprises qui... En fait, cette idée de plafond de verre, elle n'est pas bonne, donc je pense qu'il faut plutôt de la progressivité que des plafonds de verre et des seuils. Mais bon, ça c'est un débat à part entière, c'est peut-être un débat philosophique. Mais... Alors, sur 30 secondes, il nous reste la facture électronique. Je ne sais pas si ça parle beaucoup à ceux qui nous regardent, mais elle sera obligatoire à partir de septembre 2026. Est-ce que... progressivement, parce qu'il y a une partie en septembre 2026, une partie en septembre 2027. Ouais. Est-ce que nos entreprises, notamment les plus petites, seront prêtes ou pas?
Alors déjà, premier message, arrêtons de bouger le calendrier. Voilà. Pour tous ceux qui regarderont, effectivement, il faut arrêter de bouger ce calendrier parce que ça crée de l'insécurité. C'est la 3e version de calendrier, on espère que celle-ci, en fait, cette version sera définitive. L'Ordre des experts comptables est fortement impliqué dans cette réforme. On travaille avec les organisations patronales, hein, donc on a vu l'UDP, on va voir le CPME, on verra le MEDEF, pour faire en sorte que tout le monde, et qu'il n'y ait pas de laisser pour compte de la facture électronique. Ça, c'est vraiment notre préoccupation première, sachant qu'il n'y a pas que les experts comptables qui sont impliqués dans ce processus. Ce qu'on peut en attendre, je pense de manière simple, c'est une accélération du traitement de la facture et une accélération du paiement de la facture. Ouais. Et donc, indirectement, pour revenir au sujet qu'on évoquait, sur la trésor. Voilà, une réduction du BFR, une réduction besoin en fonds de roulement. De trésor, du besoin en fonds de roulement. Voilà, c'est vraiment ce qu'on espère de cette réforme, sachant que la France est plutôt en fait dans le peloton de queue. Hein, c'est un mouvement mondial, européen, et en fait on n'est pas premier de la classe. Bon, et il y a une plateforme publique qui aurait de facturation électronique qui aurait dû voir le jour. C'est plus d'actualité, ça? Alors le projet a été abandonné en effet, donc ce sera remis en fait dans les mains d'opérateurs privés qu'on appelle des PDP, hein, des plateformes de dématérialisation partenaires. Il y en a 80 à date. Donc là encore, le message qu'on peut porter aujourd'hui, c'est demander à votre expert comptable. L'expert comptable, il traite des factures depuis l'Antiquité. Voilà. Et donc, en fait, c'est son quotidien. Donc, ça peut être un service en plus, pour le coup? Alors ça peut être un service en plus, c'est surtout c'est un service qui va être opéré par des plateformes, hein. Donc, mais effectivement il y aura un coût, mais les tarifs qu'on a aujourd'hui sont assez peu élevés. Et par contre il y a des bénéfices attendus, notamment en termes de réduction ce qu'on disait, hein, mais de réduction du délai de traitement et du délai de paiement. Ça je pense que c'est ça l'essentiel. Allez, merci. Donc avec entretien avec vous, Damien Charrier, président du Conseil national de l'Ordre des experts comptables. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir.